Donald Trump n'est-il qu'un bébé qui cherche à faire caca sur les gens? C'est l'explication que nous donnent certains psychanalystes et certaines personnes à gauche pour parler de la fascisation ambiante des États-Unis sous Trump. Bon, je rajoute un petit peu, évidemment, c'est une caricature pour lancer la vidéo, mais on a regardé avec Chris la dernière vidéo de Sandra Lucbert et Frédéric Lordon où ils présentent leur livre à la librairie Mola, vous pouvez aller la voir d'ailleurs. Et on voudrait revenir là-dessus parce qu'on avait critiqué déjà il y a une année environ les positions de Lucbert et Lordon dans leur dernier livre Pulsion, notamment le rapport entre la psychanalyse et la politique. Et on avait déjà fait, nous, certaines vidéos sur les rapports entre marxisme et psychanalyse. Moi, vous savez que ça m'intéresse particulièrement, étant donné que je suis pédopsychiatre, que je m'intéresse notamment au développement de l'être humain, de l'enfant, à la psychologie du développement, aux courants qui se sont réclamés d'une certaine approche en rapport avec le marxisme, à Lucien Sèvres, à Vygotsky, à Léontiev, à Traduc Tao, des auteurs comme ça, à Henri Vallon, enfin voilà, des auteurs assez connus dans la sphère marxisme et psychologie, on va dire, mais aussi évidemment aux auteurs plus classiques, que ce soit des auteurs psychanalytiques, que ce soit des auteurs comme les auteurs piagétiens, les auteurs même neuroscientifiques et des choses du genre. Et du coup, ça m'avait permis de débattre avec Lordon et Lucbert qui, eux, défendaient plutôt une approche psychanalytique. Alors, non pas qu'ils soient des psychanalystes professionnels, cliniciens, qui voient des patients et tout ça, mais par contre, c'est des théoriciens de la psychanalyse et ça, on ne peut pas leur enlever. Et donc, c'était un débat plutôt intéressant. Le débat portait notamment sur le rapport entre politique et psychanalyse. Et c'est là qu'intervient Chris, parce que Chris est lui plus spécialisé, on va dire, dans le marxisme, dans l'analyse politique et l'analyse aussi du rapport entre les structures matérielles et leur incarnation dans les êtres humains à travers un concept qui s'appelle la conscience, à travers une réalité qui s'appelle la conscience. Et c'est vrai que la conscience est au cœur de cette friction entre le collectif, le matériel et l'individu. Et nous, on essayait justement de montrer pourquoi les positions marxistes étaient plus explicatives des actions politiques des individus que des positions psychanalytiques et pourquoi parfois elles rentraient en contradiction. On va revenir là-dessus parce que il y a eu un exemple pris dans cette conférence par rapport à Trump, nous qui nous paraît significatif de l'impasse que peut représenter la psychanalyse pour analyser des comportements politiques. Et donc je suis aujourd'hui avec Chris pour parler de tout ça. Si vous n'avez pas vu les anciennes vidéos, allez les voir. Vous tapez psychanalyse, pas du team, Lordon, Lucbert, pas du team, vous allez trouver. Mais c'est intéressant ce que tu dis là sur la conscience. Je pense que c'est le sujet fondamental. Quand on est non marxiste ou marxiste non dialecticien, on va dire, il y a toujours une espèce de choix, de passage un petit peu arbitraire, tu sais, entre l'individu et puis les structures. Et nous, on essaye justement de penser l'unité des deux. L'individu est la seule réalité ontologique, matérielle, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est la seule réalité sociale. Il y a effectivement ce qu'on appelle, nous, des sujets collectifs, des classes, etc., qui sont, par l'intermédiaire, la primauté des individus, qui se forment, qui deviennent des réalités objectives et sociales, justement par l'interaction des individus, c'est-à-dire que les individus produisent entre eux des formes d'organisation, des choses qui produisent des choses qui les auto-transforment, ce qui les transforme dans leur conscience. Et la conscience, ce qui est intéressant, c'est qu'elle part de l'individu, donc c'est un fait matériel, c'est une capacité de l'évolution de la matière et de l'évolution biologique et de l'évolution du vivant, voilà, qui est le plus avancé chez l'espèce humaine. Et cette capacité-là nous permet justement de faire le pont entre les deux. C'est souvent ce qui est, tu sais, ce qui est nié, on l'a fait aussi à la capsule avec Bégodeau, tu vois, ce qui est nié par des ultra-déterministes qui vont rejoindre d'ailleurs Lordon. Ce qui va être aussi nié par des gens, quelque part, qui vont survaloriser l'individu. Il est tellement libre que, en fait, sa conscience est un peu secondaire par rapport à son activité. Cet effet de conscience et cette activité de la conscience, elle est fondamentale justement pour faire le pont entre structure et les individus réellement existants. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que ça nous évite d'avoir soit une explication biographique que fait un peu la psychanalyse. Ça, c'est un peu le souci, on va le voir là. C'est-à-dire qu'elle va expliquer les choses par la réalité biographique des individus et par leur passé, leur rapport, tu sais, à la famille, à la mère, au père, ou des choses beaucoup plus étendues quand tu vas chez Jung et tout. Et éviter d'avoir des structures où on pourrait dire, ah ben c'est les classes sociales, comme si les classes sociales étaient des individus, tu sais, autonomes entre eux. Et c'est la fameuse phrase que nous on cite de Lucien Goldman, les structures ne descendent pas dans la rue, tu vois. Et ben ce pont entre les deux, c'est de dire l'individu est porteur de deux choses. Il est porteur de sa conscience et dans sa conscience, il y a sa biographie. Et souvent, en fait, c'est anecdotique. Voilà. Tout ce que fait l'individu qui est anecdotique vient de sa biographie.
Et tout ce que fait l'individu de signifiant vient des structures mentales du groupe dans lequel il appartient, c'est-à-dire de la classe sociale dans laquelle il est inséré. Et nous, en tant que marxistes, on va essayer de chercher ça entre les deux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un individu porte en lui, et je renvoie à Goldman là-dessus, le Dieu caché, etc., qui le dépasse en tant que biographie, c'est-à-dire à quel groupe, à l'instant T, il appartient, quelle classe sociale, quel sujet collectif, quel groupe de race, quel groupe de genre, etc., qui l'intéresse tout de suite là et maintenant et qui mobilise sa conscience, la puissance de sa conscience pour régler des problèmes concrets et non pas comme simple effet du passé. Voilà. Je mets un petit peu des préambules philosophiques parce que vraiment, quand on évacue la conscience, on évacue que c'est la centralité absolue de l'activité humaine, immanente à tout temps, et que c'est ça qui le rend actif et qui le rend transformateur de la société, quoi. Ouais, moi j'ai envie déjà de débattre avec toi, c'est ça qui est intéressant, c'est de compléter un peu ce que tu racontes quand tu dis les actions, on va dire, qui sont liées à la biographie chez les individus sont insignifiantes. Elles sont insignifiantes du point de vue politique. C'est-à-dire, du point de vue de l'individu, je sais pas, quelqu'un qui a vécu le Bataclan, il peut toute sa vie ressasser l'attaque, mais au niveau politique, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais par contre, lui, c'est un trauma pour lui, il a perdu sa sœur dans le Bataclan, voilà. Donc au niveau biographique, c'est très important. Pour sa vie individuelle, c'est très important. Pour à l'échelle de la France ou de sa classe, c'est peut-être pas très important, quoi. C'est ça qu'on veut dire. C'est ça. Et l'inverse marche aussi. Le sursignificatif, c'est-à-dire le groupe dans lequel on est inséré, est rarement, et c'est ce que montre Goldman, est rarement ultra significatif pour les gens, pour les individus. Il y a que de rares individus, les grands auteurs, les grands politiciens, pour qui ça va être sursignificatif, parce qu'ils vont essayer d'être le point de passage justement de la structure mentale du groupe, de la classe, etc., à la réalité politique, quoi. Oui, ce que les gens appellent parfois des génies, des grands auteurs, machin, en fait, qui sont juste à vraiment l'interface entre être un individu et représenter, en fait, être un peu comme une œuvre d'art, tu vois. Comme une œuvre d'art cristallise une vision du monde. Et ben, je sais pas, Fidel Castro, à un moment donné, il a cristallisé la volonté anti-impérialiste, communiste du peuple cubain, tu vois. C'est ça. Ça veut pas dire que c'est un génie, que c'était écrit dans ses gènes ou je sais pas trop quoi, mais il s'est retrouvé vraiment à l'intersection entre le sujet collectif et son sujet individuel, quoi. Enfin, son sujet individuel est devenu presque la représentation du sujet collectif qu'il représentait, quoi. C'est exactement ça. Et c'est ça qui est très important. C'est pour ça que nous, on va justement contester les théories psychanalytiques, parce qu'elles vont faire une explication, et là on va le voir avec le cas Trump, vont faire une explication de l'activité ultra-politique des individus dans leur biographie. Alors que quand quelqu'un a une survalorisation politique et est à la clé des mouvements politiques, ça vient forcément de l'extérieur, en fait, cette activité. Et ça vient justement de l'insertion, nous, ce qu'on va dire, dans les sujets collectifs. Mais en fait, ça renvoie vraiment, et c'est pour ça que Goldman et Lukács sont des auteurs intéressants, tu sais, ça renvoie Intéressant, ne les diminue pas, ce sont des génies. Non, mais tu vois, genre les gens qui, avant eux, interprétaient un auteur de roman par rapport à sa vie. Rousseau, il s'est fait quitter par machin, donc ça explique. Oui, ça explique peut-être, mais ça explique pas pourquoi est-ce que une classe sociale s'est reconnue dans Rousseau. En fait, c'est ça qui fait que Rousseau c'est un grand auteur, que l'histoire le retient. C'est pas parce qu'il a écrit un truc, parce que il s'est fait quitter ou il a abandonné ses enfants. Ça, à la limite, c'est son problème à lui, tu vois. C'est parce que ce qu'il raconte est à l'image et exprime la vision du monde de la bourgeoisie progressiste de l'époque. C'est pour ça qu'en fait, c'est quelqu'un qu'on retient dans l'histoire. Et ça, Lukács et Goldman l'ont vu. Goldman a écrit, on vous l'a dit 30 000 fois dans Le Dieu caché, sur les jansénistes, la pensée tragique française. Pascal, sur Pascal, sur Racine, sur Corneille. Et c'est intéressant de montrer comment est-ce que ces auteurs n'ont pas, à travers leur biographie, ont écrit des choses qui s'expliquent par leur biographie. Mais pourquoi est-ce que leur œuvre est reconnue comme étant l'expression de la vision du monde d'une certaine classe sociale qui est la bourgeoisie de robe à une certaine époque de la France, quoi. Ouais. Et justement, le grand auteur, sa force, ça va être d'exprimer une vision du monde. C'est-à-dire de parler de quelque chose qui est dans tout le groupe, ou voire même qui est compris dans toute la société, parce que le groupe fait partie de la société, voilà, et donc d'exprimer quelque chose qui ne s'exprime pas normalement. J'ai souvent tendance, c'est un petit peu mécanique, mais je dis, en fait, les sujets collectifs agissent mais ne s'expriment jamais, là où les sujets individuels s'expriment mais n'agissent jamais. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, le pont entre les deux, c'est ça, c'est qu'en fait, à l'échelle de la société, de la transformation politique,
personne à l'échelle individuelle transforme la société tout seul. Voilà. Et les sujets collectifs, par contre, n'ont pas de conscience, n'ont pas de réalité, on va dire, ontologique comme l'individu, mais eux agissent parce qu'en fait, quand on fait des choses et quand on transforme la société, c'est toujours en collectif avec des coordinations et des structures mentales partagées. Voilà. Ouais, et juste parce que ça fait quand même que 10 minutes qu'on n'a pas encore allumé la vidéo. Ouais, ça va, on a encore 10 minutes devant nous. Non, j'aimerais aussi revenir, tu as dit au début qu'il y avait une primauté de l'individu. En fait, il y a quelque une chose... réalité ontologique, c'est pas une primauté. Ouais, c'est pas une primauté de l'individu parce que l'individu est lui-même une construction par rapport à un collectif et c'est par exemple, on sait très bien l'importance du langage qui s'est développé dans l'espèce humaine par la coopération pour développer la conscience humaine. Mais par contre, il y a une primauté ontologique du corps individuel, voilà, on va dire, c'est du ça fait que je voulais dire. La corporalité individuelle humaine qui existe en tant que telle. Mais pour s'individuer, si vous êtes juste un enfant comme ça laissé parmi les loups, vous n'allez pas vous développer une conscience humaine comme toute personne qui est élevée parmi les êtres humains, quoi. Donc c'est ça qu'on veut dire, quoi. Faut pas penser qu'on est des espèces d'individualisme méthodologique qui mettons l'individu au départ, parce que c'est vraiment l'inverse, et pour le coup c'est vraiment la psychanalyse qui met l'individu au départ et qui parle même de narcissisme infantile, l'enfant il naîtrait presque individualiste, tu vois, presque plus individualiste que l'adulte. Alors que dans la perspective marxiste, c'est l'inverse. Et d'ailleurs, il y a des psychanalystes modernes qui, justement, reprennent ça. Aujourd'hui, il y a, comment il s'appelle ? J'ai lu ça il y a quelques temps. Un auteur qui parle de la nécessité. En fait, c'est un auteur qui travaille sur de la périnatalité. Moi, la périnatalité, ça m'intéresse pas mal. C'est la psychiatrie des femmes enceintes ou en postpartum, donc qui viennent d'accoucher, aussi des pères, mais on les voit quand même un peu moins, et de leurs enfants. Et donc, cet auteur-là, je vous mettrai le lien en description, qui est un auteur de psychanalyse, pour le coup, il dit il faut repenser les topiques freudiennes. Donc, c'est les topiques freudiennes, le ça, le moi, le surmoi, et puis l'inconscient, le préconscient et le conscient, tu vois. Les 2 topiques freudiennes, il dit il en faut une 3e, qui n'est pas une topique individuelle, mais qui est une topique de relation, tu vois. De relation entre... En fait, il dit pour penser le nourrisson, on ne peut pas le penser seul, on doit le penser toujours en relation avec sa mère. Et donc, je sais plus exactement ce qu'il raconte, mais c'est intéressant, tu vois, de voir que même dans la psychanalyse, il y a une tension vers la remise en question de l'individualisme méthodologique et de prise en compte que peut-être que la psyché du nourrisson, elle est toujours relation à sa mère et puis à d'autres personnes, parce qu'on dit la mère, mais ça peut être à d'autres personnes qui sont ses... Je vais utiliser, voilà, c'est comme toi quand tu parles de management, tu utilises des termes anglais, mais quand on dit de la littérature, des caregivers, tu vois, ils disent ça dans la littérature anglophone, tu vois, les gens qui s'occupent de lui, quoi, les donnent du soin, quoi. Qui donnent du soin, quoi, voilà. Et bien peut-être qu'il faut d'abord penser le nourrisson comme étant toujours en relation avec les gens qui lui donnent du soin, parce qu'en fait c'est un être qui est particulièrement fragile et qui a besoin de soins constamment, tu vois, plutôt que comme un individu narcissique. Et ça, c'était vraiment la vision freudienne, tu sais, du début du XXe siècle d'un bourgeois, en fait. C'est une vision de bourgeois, de se dire c'est un individu en tant que tel, il est très narcissique parce qu'il m'emmerde à me demander le sein, parce qu'il m'emmerde à me réveiller la nuit, tu vois. C'était vraiment ça la position, et on va le voir d'ailleurs quand Sandra Lucbert reprend Mélanie Klein. Mélanie Klein aussi, elle a une position, tu sais, du nourrisson comme étant un être agressif qui vient attaquer sa mère, parce que quand t'es un individu bourgeois qui est dans des compétitions tout le temps, tu te retrouves presque en compétition avec ton nourrisson qui te casse les couilles la nuit, tu vois, tu comprends pas qu'en fait c'est juste un être en relation constant, qui était en relation dans le ventre évidemment, en relation directe biologique, et qui va passer dans des relations qui vont être des relations médiées par le soin, par la parole, par des câlins, par la nourriture et des choses comme ça, quoi. Mais je suis d'accord, tu fais bien de faire cette préciser. Quand je disais individu, moi tu sais c'est presque Bernard Gold, il s'appelle Bernard Gold d'ailleurs, le gars qui parlait de ça. Plaidoyer pour une 3e topique, ça s'appelle. C'est quand ça revient comme ça, t'as trop envie. Mais non, tu fais bien de le dire. Non, mais tu fais bien de faire cette précision, parce que tu sais, moi je pensais à individu, tu sais, presque au sens, comme on dit, un individu au sens statistique. Tu vois, une entité, quoi. Mais oui. Mais t'as raison. Mais c'est tout le problème d'ailleurs de la langue française. T'as utilisé de la langue anglaise qui est beaucoup plus pragmatique et pratique, qui est beaucoup plus orientée vers l'activité. Tu vois ce que je veux dire ? Caregiver, tu vois, on va tout de suite, si on le traduit littéralement, c'est donneur de soins, tu comprends que c'est une activité. En France, on va avoir une langue beaucoup plus idéaliste qui va vouloir le maintenir, le rendre permanent, et donc c'est des fois difficile de faire des traductions. Mais pour revenir à ça, oui, c'est vraiment l'entité matérielle à travers laquelle cette activité matérielle spécifique, c'est cette capacité de la matière, la conscience passe, quoi. Et je vais dire un individu exactement comme l'individu chat, l'individu chien, tu vois ce que je veux dire, l'individu bactérie, voilà, c'est une forme de découpage qui est pas à mon avis objective, hein, qui a aussi rapport à notre rationalisme et notre organisation et notre reconnaissance de l'individu. Mais comme je te disais, oui, l'individu, c'est pas le moi, quoi, c'est pas le je. Et effectivement, le moi, le je est une
conséquence historique d'un certain agencement des forces productives. Peut-être qu'effectivement, dans l'histoire de la vie et de l'humanité en particulier, tu as d'abord les entités, les individus, ensuite le nous, quoi, c'est cette espèce d'interrelation, et simplement à un certain moment, un certain niveau de phase productive, quand tu vois, il y a une certaine forme d'équilibre et une certaine forme de survie quasiment presque individuelle. Là, tu as le je et le moi qui apparaissent, quoi. Et c'est pour Oui, ça après tu dis d'abord l'individu, puis après le nous, mais en réalité, l'individu est toujours dans le nous dans les espèces primates, tu vois. Parce que tu meurs si t'es seul. Non, mais je veux dire, c'est l'entité matérielle, Oui, je mais comprends. qui est insérée toujours dans le qui est nous. toujours inséré dans un nous. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est très très moderne de pouvoir vivre tout seul dans un appart et tout. C'est ça, exactement. Pas compte, mais c'est extrêmement moderne. Et ça demande un réseau de coopération qui est pas forcément explicite. Le fait d'avoir l'eau, d'avoir l'électricité, de pouvoir aller bouffer, qui est immense, tu vois, qui est complètement fou. C'est pour ça que nous, on va appeler ça un progrès. Et c'est aussi pour ça qu'on va défendre l'individualité abstraite comme une forme d'émancipation que le communisme doit conserver et augmenter, quoi. Voilà. Ouais. Bah, c'est là où des auteurs comme Seff qui rappellent constamment que le communisme est un individualisme. C'est intéressant, tu vois, de montrer que le but, c'est la possibilité de l'émancipation individuelle par l'émancipation collective, tu vois. Exactement. Et pas l'opposition des deux. Bref, on peut commencer l'extrait. C'est surtout Sandra Lucbert, voire uniquement Sandra Lucbert, qui va parler dans cet extrait. De l'outillage psychanalytique à revoir, qui est Donald Trump. Comme vous le savez, le jour du No King's Day, aux États-Unis, 7 millions de personnes sont descendues dans les rues pour protester contre la fascisation manifeste du deuxième mandat de Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir. La réponse du président des États-Unis à ce mécontentement massif, on parle de 7 millions de personnes, a été quand même assez sidérante. Peut-être que vous vous en souvenez. Il s'agissait d'une vidéo conçue avec une intelligence artificielle dans laquelle on voyait Donald Trump en personne aux commandes de l'avion de Top Gun, vous savez, le film avec Tom Cruise, avec la musique de Top Gun en fond de toute cette scène, revêtu de l'uniforme de Tom Cruise au pilote de son avion, aux commandes de son avion, avec une seule différence, c'est qu'il ne portait pas un casque d'aviateur, mais une couronne, en réponse directe au mécontentement de la population. Et deuxième réponse directe à ce mécontentement. Ce qui me fume, c'est que le gars, déjà, utilise des vieilles IA de cons pour publier avec la Maison Blanche des mèmes, quoi. C'est n'importe quoi. Ce qui est trop fou, c'est que ça, c'est vraiment la psychanalyse. Elle va survaloriser un événement anecdotique, tu vois. Ah oui. C'est-à-dire, en fait, c'est un troll. Là, elle va faire de Trump un truc incroyable, alors qu'en fait, il y a littéralement des millions de personnes qui auraient pu créer ce truc-là quand on les accuse d'un truc. Tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qu'on voit tous les jours sur Twitter. T'es accusé d'un truc, tu renvoies en mode ouais, niquez-vous, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et elle ne comprend pas que c'est le fait que ce soit Trump, pour des raisons justement extérieures, d'agencement politique et structurel, qui fait qu'elle le survalorise. Mais elle va pas le faire pour les millions de personnes qui envoient chier des gens en se faisant des mèmes de mèmes qui emmerdent les autres. Tu vois, le problème de la psychanalyse. Moi, ce qui m'énerve, c'est que si tu veux, il y a plein de trucs que je trouve intéressants dans la psychanalyse, mais il y a un côté, des fois, je fais beaucoup de psychanalyse, de donner des explications unicausales d'événements qui en fait sont rendus exceptionnels par le fait que le psychanalyste pose ses yeux dessus. C'est genre, le mec, t'as fait 15 000 cauchemars dans ta vie, tu lui en racontes un, et du fait que tu lui as raconté ce cauchemar, en fait, le mec va expliquer ta vie par rapport à ce cauchemar-là, alors que tu aurais pu lui en raconter un autre, et que en fait, c'est peut-être parce que la veille, t'as vu telle série, donc t'as cauchemardé sur ça, enfin voilà. Et non, donc on va prendre un événement, et à partir de cet événement, on va faire une explication qui est encore une fois beaucoup induite par la conscience et l'inconscient du psychanalyste lui-même, tu vois, pour arriver à expliquer la situation. Tu vois, enfin, vraiment, il y a tellement de choses unicausales et choisies par le psychanalyste ou par des causalités qu'on ne connaît pas, tu vois, qui sont extrêmement complexes, pour réduire ça et réduire la vie et l'action de l'individu à tout ça, que, enfin, c'est absolument pas sérieux, je trouve, comme manière de travailler, tu vois. C'est pas sérieux, et en plus, du coup, c'est intéressant parce que ça masque. Si tu dis que tu reviens avec le rêve et que tu changes de rêve, tu sais, à chaque séance, le nouveau rêve va prendre le pas sur l'autre, tu vois. En fait, ce qui est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est de dire pourquoi tu choisis là. Mais parce qu'en fait, ta conscience a décidé de venir à la séance avec ce rêve, et en fait, tu comprends que l'activité de la conscience est absolument centrale pour différencier ce qui est important de ce qui ne l'est pas, tu vois. C'est de quoi tu parles.
Que faisait le roi Trump aux commandes de son avion de chasse? Il larguait des salves d'excréments sur la population américaine venue manifester son désaccord avec la politique qu'il mène. Franchement. Et tu vas voir. Et ça va être central dans l'explication. Ça Bah vaut le coup. Alors évidemment, c'est une scène assez sidérante. On commence à être habitué avec Donald Trump, mais le président des États-Unis qui se représente en train de jeter du caca sur sa population parce qu'elle est en désaccord avec sa politique, c'est quand même quelque chose qui a Alors, laissé en tout le plus- monde tout à fait Ouais. sidéré. Ça me fait rire parce que tu vois, là, c'est vraiment, là, il y a Trump, il y a le caca, et il y a la population qui est en désaccord avec lui alors qu'il vient d'être élu et qu'il est encore soutenu par plein de gens. Tu vois ce que je veux dire? Et elle crée un truc totalement artificiel. Il y a Trump, il y a mais en fait, le truc, c'est que déjà, si tu l'analyses politiquement, la population, ça n'existe pas. Tu vois, je veux dire, vous êtes tous les deux des bourdieusiens, la fanatique avec leur don qui parlent de l'opinion n'existe pas, mais si l'opinion n'existe pas, et je peux être assez d'accord avec ça, la population encore moins. Et là, elle réduit la population à une entité homogène, comme si, et je sais très bien où elle va nous emmener de toute façon, comme si justement il jetait du caca sur toute la population. Non, il jette de la merde aux gens qui lui jettent de la merde sur la tête. C'est juste une gauchisme, relation, c'est juste une relation entre eux, quoi, tu vois. Sauf à entraîner l'éternelle redite du La psychanalyse, il y a quand même tout le temps des histoires de caca dedans. Ça. À la fin, franchement, c'est des gens qui savent pas changer des couches, je pense. Tu sais, non, mais il a publié plein de mèmes, des trucs à la con et tout, où il tient en laisse un chien avec la tête de Macron et tout. Et ça va toujours être pris des exemples où il y a du caca, où il y a de la sexualité et tout. du détail de la vidéo, ou, formule qui ne signifiait rien en l'occurrence, à redire et redire, il est fou. Précisément ici, il faut croiser des outils d'analyse pour pouvoir avoir une intelligence quelconque de cette situation. Quels outils? Ceux de la macroéconomie, ceux de l'analyse politique et ceux de la psychanalyse. Si on Alors, non, mais on va dire, je suis surcritique. Mais pourquoi on parle pas d'une théorie totalisante, c'est-à-dire il faut une théorie. Alors moi Bah, je bien pense sûr. au marxisme, mais tu vois une théorie totale, c'est pas t'as pas d'un côté la macroéconomie qui donne son explication, de l'autre côté la politique donne son explication, puis de l'autre côté la psychanalyse donne son explication, et puis voilà. Et Tu vois, puis, en plus, t'imagines la juxtaposition qu'il y a, c'est hyper arbitraire quoi. en plus, là, tu sais, c'est genre, elle dit ça pour éviter le procès en réductionnisme, tu vois, qu'on lui fait. Moi, je vais être clair. Je le dis, ce truc est insignifiant parce qu'il est biographique, tu vois. Et même la macroéconomie n'explique pas le fait qu'il a fait un mème. Tu vois ce que tu vois ce que je veux dire? C'est la best dans cette émission de Plurifique qui explique qu'il a fait un même, tu vois, genre ça a aucun sens. On On s'en s'en va. Francis Cousin. tu sais. Voilà, tu vois, je veux dire, c'est n'importe quoi, tu vois. En fait, le problème n'est pas justement dans ce que tu vas mobiliser comme explication. Le problème, c'est l'événement que tu as choisi de découper. Tu vois, c'est ça le problème de la psychanalyse, c'est les événements qu'ils choisissent de découper. Alors après, tu peux bien faire rentrer de la macroéconomie, de la religion, du satanisme ou quoi que ce soit. Tu vois, en plus, là, je fais un pont avec... Parce qu'on est dans l'affaire. Nous, on nous a beaucoup demandé de parler des Epstein Files. On en a discuté. On va pas en parler avant qu'il y ait des vraies enquêtes, avant qu'il y ait des vrais gens. Nous, on n'a pas le temps pour faire ça. Chris est persuadé que Jack Lang est non coupable. Donc voilà, c'est juste. Eh oh Parce que Chris est aussi sur le testament d'Epstein. Il a Pas- reçu 10 millions, mais pas il dit touche qu'il à sait pas d'où Jack. ça vient. Pas touche à Jack. Pas touche à la fête de la musique. Free Jack Lang. Et donc, non, mais bref. Chris qui va être découpé et mis sur un truc d'extrême droite en disant C'est ça. Jack Lang. Et tu sais, après, je disparais des vidéos et tout, et t'as tous les fous furieux qui disent regardez, il a défendu Jack Lang. Bref, non, mais pour être plus sérieux, c'est intéressant, c'est le truc des Epstein Files. Moi, je te dis pas le contenu parce que j'y connais rien. Il y a des trucs qui ont l'air ouf et il y a des trucs qui nous rendent ouf et tout. C'est Beaucoup, je intéressant. pense que, tu vois, on critique parfois les journalistes. Il y a vraiment besoin d'un vrai travail journalistique Ouais, sur ce il y a truc besoin de que se mettre nous, dessus, on n'a pas le temps de faire. Je veux dire, moi, je l'ai lu, hein, je vois plein de trucs. C'est un truc abominable. Je trouve ça extrêmement, Il y a à boire et à extrêmement manger. choquant. Mais je sais pas quoi en analyser, quoi dire, qui est coupable, qui est pas coupable. C'est pas à moi de le faire, quoi. Il y a à boire et à manger. En plus, il y a des trucs abominables, puis il y a des trucs insignifiants. Tu vois, c'est mélangé. Tu vois. Et ce qui est intéressant, justement, et qui va nous relier à ça, c'est que les gens ont besoin d'explications. Ce qui chamboule dans les Epstein Files, c'est que tu ne peux pas, face à ça, ne pas avoir d'explication. Alors, tu vas ramener des explications biographiques, c'est des cinglés, tu vois. Et puis après, l'être humain étant un animal tellement social, ce que tu as dit tout à l'heure, qui est tellement embarqué dans l'interrelationnel, il se dit, non, un cinglé, c'est possible. Mais tous ces gens-là, cinglés dans la même position sociale, c'est pas possible. Donc, il va falloir convoquer des choses extérieures.
Et nous, on parle justement des sujets collectifs, des structures mentales. C'est pour ça que, voilà. Et donc là, les gens vont dire, non, il y a forcément un extérieur qui les mobilise. Et là, effectivement, comme ils font du mal, eh ben, hop, c'est le mal qui est une pratique concrète de la société, c'est-à-dire une surconflictualité, une surviolence à l'intérieur de la société, qui est extrait comme un mal extérieur et qui reviendrait la source extérieure de tout ça. Et c'est ça les univers satanistes et complotistes en général. C'est la volonté de comprendre et d'expliquer de manière générale les choses. C'est pour ça qu'on ne peut pas le traiter de manière superficielle. C'est une vraie activité humaine de comprendre l'activité générale de la société. Et c'est nécessaire. Et quand on arrête de faire ça, ça veut dire qu'on vit sa vie purement individuelle, etc. Souvent, c'est qu'on est très dans le confort. Voilà. Mais la société est beaucoup plus en crise quand on arrête de faire ça. Toutes les théories, justement, satanistes, complotistes, etc., vont essayer de comprendre l'activité coordonnée de certaines personnes, ou semblable, ou identique, ou coopérante de certaines personnes, avec une manière générale explicative. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le mal, ils font le mal, donc ils sont poussés par le mal, donc ça se recoupe, donc c'est sataniste, etc. Et ça, c'est vraiment, dans les Epstein Files, ce qui mobilise les gens. Et nous, ce qu'on va dire, c'est de dire, c'est pas faux comme analyse, qu'il y a une forme d'extériorité, etc. Mais cette extériorité coopérante, nous, on va la mettre dans une position au croisement. C'est pas si simple, c'est juste des bourgeois. Au croisement de bourgeois qui ont pas simplement un pouvoir de propriété individuelle, mais de pouvoir politique, de pouvoir médiatique, de pouvoir... T'es pas simplement propriétaire de tes moyens de production, t'es aussi capable de discuter aux gens, que des gens relayent ton discours par le film, tu vois ce que je veux dire? Tu peux transmettre des idées. Donc ça, c'est une double relation de pouvoir qui rend exactement comme les très grands, je sais pas, comme Pharaon, comme le roi. Oui, sais. C'est intéressant parce que dans l'histoire, les gens qui se trouvent dans ces positions-là, tu sais qu'ils peuvent... dans la Rome antique, au Moyen-Âge, voilà. Il y a des histoires comme ça Néron, de meurtres d'enfants, de tortures, de choses comme ça. Il y en a des histoires et c'est souvent des gens dans ces positions-là d'extrême puissance, on va dire. C'est-à-dire que ils peuvent faire le monde comme la classe à laquelle ils appartiennent, ça c'est pas un problème, mais à l'intérieur de cette classe, ils peuvent aussi dire le monde. Et ça, c'est une position, tu vois ce que je veux dire? C'est presque des démiurges. Comme tu dis, à chaque fois que des gens ont été dans cette position-là et un peu en crise, et pourquoi on interroge leur capacité, etc., c'est justement quand la société est en crise, on va considérer qu'ils ne peuvent plus avoir cette position-là et qu'ils font n'importe quoi, voire le pire, et ils le font des fois. Et ils le font aussi eux des fois parce que comme ils ne maîtrisent plus tout à fait ce qu'ils font, ils peuvent maîtriser de la violence. Quand on va interroger des personnages de fous furieux, on peut prendre Amenophis IV, tu vois, Akhenaton. Tu vois un peu l'histoire d'Akhenaton qui est sorti... Tu me parles de ça, je connais pas très bien. En fait, Amenophis IV, Akhenaton a été un moment, a voulu sortir du polythéisme classique de la religion, créer le monothéisme. Alors, il y a des gens qui pensent que ça a entraîné le monothéisme hébraïque. Ensuite, c'est très intéressant. Et en fait, il est sorti de la capitale, je crois que c'était à Thèbes, pour créer sa propre capitale, créer sa propre religion, la religion unique du dieu Ra. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Dans une période où l'Égypte est très en crise, quoi. Voilà. Et ça a duré. Il a essayé de faire durer cette espèce de culte-là nouveau. Ça a pas marché, son fils Toutankhamon se fait buter, bon bref voilà, mais tu vois c'est resté très important. Pareil pour Caligula, Néron, quand Rome est en crise, on a des Césars fous quoi, tu vois, qui font n'importe quoi, etc. Pareil pour la monarchie en décrépitude de Louis XV ou de Louis XIV, avec qui on accuse de sorcellerie, Madame de Montespan, etc., d'occultisme et tout ça traverse l'histoire, et tout ça est une façon de traverser l'incapacité des élites en période de crise et d'avoir une explication sociale rationnelle, parce qu'effectivement la folie, le surpouvoir orienté vers le sadisme, tu vois ce que je veux dire, c'est aussi quelque chose dont on parle, tu vois, c'est ce surpouvoir qui ne profite plus à la société, apparaît comme de la violence pure, etc., et donc il faut une explication rationnelle. Et ben là on est au cœur de ça dans les Epstein Files, on est au cœur d'une société qui est profondément en crise, d'un corps social qui lui pourrait régler la société, c'est-à-dire le prolétariat généralisé, le salariat généralisé, qui doit encore s'organiser, qui n'a pas encore les débouchés politiques concrets pour prendre le pouvoir, et on est dans la période de ce que dit Gramsci, quand un ancien monde se meurt et un nouveau monde tarde à apparaître, c'est le moment des monstres, ce clair-obscur. Et ben là, on est dans les Epstein Files, vous comprenez qu'on est encore dans le moment des monstres, on est encore dans le clair-obscur, parce que on a tous compris que le monde ancien se meurt, et on est encore au tout début, voire au début du nouveau monde à apparaître, quoi. Voilà. Je faisais un petit peu un écart là-dessus, mais parce que pour moi, cette théorie sataniste complotiste est un effort pour comprendre le monde, tout aussi vain que l'effort psychanalytique de comprendre le monde par l'explication biographique. Et pour moi, les deux se recouvrent. Bel effort, mais à la fin, ça marque pas le but, quoi. Voilà, c'est...
On n'a pas les trois ensemble, on n'a pas d'intelligence de cette situation et on ne comprend pas du tout et on est renvoyé à la folie comme une sorte de boîte noire et incomprise. C'est vrai ce que tu dis, le choix de la situation est quand même intéressant. Pourquoi s'intéresser à un mème de Donald Trump en particulier, tu vois? On pourrait s'intéresser au personnage de Donald Trump, à son activité politique. Il paraît parfois avoir des coups de tête, à être un peu incontrôlable, tu vois. On pourrait s'intéresser à l'incontrôlabilité de Trump en général, tu vois. Pourquoi on s'intéresserait à un mème de Trump en particulier? C'est là où c'est un peu bizarre, quoi. Le premier facteur, donc, il est macroéconomique, c'est la transformation des structures du capitalisme en 30 ans, ce qu'on a appelé la mondialisation, qui a donné au capital des latitudes stratégiques sans précédent. Je vois pas en quoi la mondialisation explique le même. Mais tu vois, ça c'est... Allez, pour éviter que les marxistes rabougris, tu sais, dans sa tête c'est ça, les marxistes couteaux suisses, là, comme elle nous a appelés, me cassent les couilles, je vais dire, c'est le capitalisme qui a donné des latitudes. Tu veux qu'on parle du capitalisme sous Marx de 1840, il a des latitudes encore plus hardcore que ce qu'il a aujourd'hui, parce que justement, il n'y a pas d'agencement étatique où les classes sociales ont un équilibre. Enfin, vraiment, il faut repenser l'État, etc. Je trouve que d'ailleurs, même assez ridicule que quelqu'un comme Lordon qui vient de la théorie de la régulation, c'est-à-dire des gens qui ont un peu plus pensé comme l'État, comme un agencement des rapports sociaux et des équilibres et des luttes entre les sujets collectifs à l'intérieur, beaucoup plus qu'une entité purement alignée sur la bourgeoisie ou autonome, comme souvent on entend l'État est méchant, l'État est raciste. Je trouve ça dommage qu'on en revienne là à dire le capitalisme des 30 ans, ça sort de nulle part, ça explique rien, et vraiment ça va pas nous empêcher de, de dire que ce que tu racontes est catastrophique, quoi. Voilà. En fait, si tu veux, c'est au-delà de ça, je trouve que quand tu cites des trop grandes généralités, tu dis jamais rien. Tu vois. Mais c'est le cas tout le temps en philosophie. Et dire, les marxistes le capitalisme sont souvent dire ça, ce qu'on a dit tout à l'heure. Juste coupe pour ça, mais je te laisse après. Mais juste les capitalistes qui vont dire ah mais les Epstein-Fall, c'est juste le capitalisme, c'est aussi bête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'a pas. Mais c'est sûr. Et justement, tu vois, quand tu dis le problème c'est le capitalisme, il faut lutter contre le racisme. Je veux dire, tout le monde est d'accord, mais t'as rien dit, tu vois. Genre, ouais, ce truc-là, c'est un problème colonial. Oui, c'est un problème colonial, tu vois. Mais enfin, je veux dire, si tu dis ce qui se passe au Niger, c'est un problème néocolonial, t'as pas dit grand-chose, tu vois. Enfin, en tout cas, à gauche, tout le monde va être d'accord et t'as toujours raison. Qui lui permettent d'arbitrer concurrentiellement, toujours en sa faveur, et de faire chanter les territoires. Parce qu'il y a eu des déréglementations fiscales, juridiques, réglementaires, commerciales, industrielles, qui lui permettent donc d'imposer, de tout exiger, de tout imposer et de tout obtenir en faisant chanter les territoires au risque du désinvestissement. Vous entendez parler de ça tous les jours. Ceci a installé le capital et les fondés de pouvoir du capital dans une position pulsionnelle particulière, dans une... Ah, d'accord, je vois où elle veut en venir. Elle est en train de dire que Donald Trump représente les États-Unis, qui est capable de faire chanter tout le monde, et elle va renvoyer ça à la position du nourrisson qui est capable de faire chanter tout le monde, il pleure, on lui donne le sein. Je comprenais pas où elle voulait en venir. En fait, c'est ça. Donc en fait, même son explication où elle dit c'est par la macroéconomie, c'est pour le soumettre à une explication psychanalytique quand même en dernière instance, tu vois. C'est ça ou c'est le ça Mise en régime de la pulsion, c'est un des concepts qu'on propose dans notre livre particulière, c'est-à-dire la satisfaction pulsionnelle inconditionnelle. Il y a ici à comprendre que par le biais d'une transformation des structures économiques, l'habitude pulsionnelle des capitalistes est devenue la possibilité de tout obtenir sans jamais entrer en discussion avec des altérités. C'est la première chose. La deuxième, vous la connaissez tous et toutes. Non, c'est les calculs rationnels. Parfois même, il faut des concessions pour. Enfin, je veux dire, tout c'est pas. Mais c'est faux. Je veux dire, on est littéralement au moment où les États-Unis sont en crise et sont obligés de discuter avec la Chine. Oui, mais elle dit que ça fait... Non, mais c'est pas ça qu'elle dit. Elle dit que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Et aujourd'hui, des gens rentrent en contradiction avec Trump, donc il leur gît dessus, tu vois. Pour leur balancer le mauvais objet du nourrisson, tu vois. C'est ça qu'elle va dire. Mais moi, ce que je trouve étonnant, c'est que les choix des capitalistes ne sont pas juste médiés par le fait d'obtenir tout ce qu'ils veulent sans jamais faire de concessions. Parce que on le voit bien dans l'histoire des États-Unis, notamment dans l'histoire avec la guerre froide. Il y a de nombreuses fois où les États-Unis font des billards à trois bandes, des stratégies complexes, où il y a concession, puis il y a des réelles stratégies politiques qui ne sont pas juste de l'ordre de je te tords le bras et j'obtiens ce que je veux, tu vois. C'est pas ça l'histoire des États-Unis sur les 30 dernières années, tu vois. Pour le coup, là, c'est littéralement anti-marxiste, parce que c'est justement une négation de la lutte des classes. Que la lutte des classes se soit arrêtée en Occident sous une forme politique, avec des débouchés politiques concrets et tout, ça, on peut l'entendre. Mais que là, dire que les capitalistes n'ont jamais trouvé d'une forme ou d'une autre, c'est-à-dire peut-être moins sur un rapport, c'est ce que nous on va expliquer avec l'impérialisme, moins sur un rapport
bourgeoisie prolétariat généralisé au centre, mais plutôt sur rapport impérialiste centre-périphérie, il y a toujours des contradictions internes dans le capitalisme et des contradictions en termes de lutte de classe. Donc ça ne s'arrête jamais. Considérer que demain il n'y a plus de lutte des classes entre capitalisme et sujet oppositionnel, prolétariat, petite bourgeoisie, bourgeoisie en crise, voilà, c'est considérer qu'il n'y a plus de capitalisme. Ça n'a aucun sens de dire qu'il y a des espaces où les capitalistes font les choses sans qu'en face ça résiste, avec plus ou moins de facilité, avec plus ou moins de difficulté, mais il y a toujours une opposition. C'est l'état même du capitalisme. Le Venezuela n'existerait pas, Cuba n'existerait pas, la Chine n'existerait pas, la Russie n'existerait pas, enfin tous les pays qui s'opposent un petit peu, tu vois, les droits sociaux n'existeraient pas, enfin c'est pas vrai, comme tu dis, mais ça c'est un problème de ceux qui pensent le pouvoir de manière générale, notamment les Foucaldiens. C'est les gens qui ne voient pas que dans les structures dites de pouvoir, dans les gens qui ont du pouvoir, il n'y a pas juste une direction du haut vers le bas. Il y a toujours aussi une sorte de résistance du bas vers le haut, tu vois. Et à la limite, là, je suis en train de peut-être d'être dur avec Foucault parce que Foucault pense les micro-pouvoirs à l'intérieur des institutions, des choses comme ça. Donc même Foucault n'est pas caricatural comme ça, mais il y a des gens qui se réclament de lui ou sont inspirés, je pense, par lui, qui deviennent totalement caricatural en mode j'ai juste le pouvoir. Tu vois. Il faut s'opposer au pouvoir, le pouvoir est autoritaire et puis il est dominant. C'est vrai. Mais il y a toujours aussi une lutte des classes, une lutte des sujets collectifs, un contre-pouvoir, tu vois. Exactement, il y a toujours une lutte, quoi. Mais en plus, Foucault, à l'arrière, moi, ce que je vais lui critiquer, c'est pour moi, je trouve, chez Foucault, il n'y a même pas de pouvoir, parce que c'est tellement diffus partout. Tu vois, c'est presque ça que je pourrais lui reprocher. Là, elle va plus exprimer, je trouve, ce côté capitaliste. Là, on va plus être dans le complotisme, là. Tu vois, on va plus survaloriser le pouvoir d'en haut, qui peut tout, à tout moment, partout, etc., comme s'il n'avait pas des contradictions internes, comme s'il n'avait pas des résistances en face. Et là, pour moi, c'est déjà un pipeline vers le complotisme. Alors, eux, ils vont dire le capitalisme, parce qu'on soit clair, ils sont pas complotistes, tu vois, mais ils vont pas incarner ça dans des individus, dans des pratiques individuelles concrètes. Et d'ailleurs, ils vont le relier forcément à des formes psychanalytiques pour éviter ça, parce que justement, ils veulent une explication générale. Mais là, pour moi, il y a un pipeline de dire les dominants imposent totalement leur agenda, les dominés suivent ou exécutent ou s'exécutent ou sont exécutés. C'est faux et archi faux. Les sujets collectifs sont en lutte et trouvent des équilibres. Moi, je trouve ça fou que quelqu'un qui vienne de la théorie de la régulation en soit là. Mais justement, si le néolibéralisme s'est tant imposé, à l'échelle, par exemple, des pays occidentaux du centre comme la France, il faut trouver justement quels sujets collectifs ont trouvé leur compte là-dedans. Peut-être qu'effectivement, toutes les classes moyennes, les classes intermédiaires, avant qu'elles rentrent en crise comme aujourd'hui, trouvaient leur compte dans la surexploitation de la périphérie pour pouvoir, eux, avoir des positions plus intermédiaires et plus confortables au centre et pouvoir retirer du profit à l'intérieur, tu vois. C'est ça qu'il faut trouver. Comment ça se fait que les choses se sont faites ainsi? Quel équilibre social ça permettait, parce que quand quelque chose ne sert qu'à une seule classe, il faut le comprendre ça, quand quelque chose ne sert qu'à une seule classe et qui est totalement contradictoire avec l'autre, il y a de la lutte, il y a de la résistance et de la lutte. Si les choses se font, c'est qu'elles sont une certaine forme d'équilibre, voilà. C'est le régime présidentiel américain qui donne des pouvoirs incommensurables à Donald Trump, que par ailleurs il accroît depuis le retour au pouvoir. Je vais pas l'arrêter tout le temps, mais c'est pas si vrai d'ailleurs que le régime présidentiel américain donne moins de pouvoir à un président que le régime français. Mais bon. Ah bah bien sûr. Pouvoir qui est le sien. Puisque... C'est pour ça d'ailleurs qu'il est obligé de négocier avec la Californie, qui disent qu'ils vont peut-être se barrer. Enfin bref, c'est un régime. Mais bien sûr, et même les représentants ou le Sénat ont beaucoup plus de contre-pouvoirs que ce qu'a Trump. C'est catastrophique, quoi. Comme vous le savez, il détruit tous les contre-pouvoirs méthodiquement. Et la troisième... Ça, par contre, c'est vrai. Il essaie de les détruire. Je suis pas sûr qu'il va y arriver. Il galère avec la Cour de justice, ouais. Donc... Il galère avec la Fed, il galère avec plein de trucs. En psychanalytique, celui-là, qui nous vient de Melanie Klein, une psychanalyste à un angle strictement... Donc ça, c'est ta partie. Tiens, la macroéconomie. Il faut de la macroéconomie, il faut un peu comprendre la politique. Et puis, il faut comprendre, pour comprendre ce même, des trucs psychanalytiques de Melanie Klein, donc qui parle du nourrisson... moins de 1 an, quoi, dans les explications qu'elle va donner pour comprendre Donald Trump qui en a 80. Tu vois. C'est là où ce qui est bidon, parce qu'en fait, tout ce qu'elle raconte sur le surpouvoir, etc., de Trump, c'était le cas déjà. De Biden, d'Obama, de tout ce Obama, dans Biden, et même dans son premier mandat à Trump. Oui, bien sûr. Tu vois, en psychanalytique, celui-là, qui nous vient de Melanie Klein, une psychanalyste des enfants très connue, j'imagine que vous en avez tous et toutes entendu parler, qui a beaucoup travaillé sur les strates de la psyché, dans lesquelles précisément reviennent les individus qui sont soudainement mis en position de tout exiger, sans jamais entrer en discussion avec des altérités, sans jamais passer de compromis avec elles. Cette strate, elle l'appelle la position
disposition schizoparanoïde du nourrisson, et c'est exactement le tableau que nous donne Donald Trump. Le nourrisson à cette époque-là, nous dit Melanie Klein, c'est le nourrisson qui se sent omnipotent, source de tout ce qui lui arrive de bon, et qui ne considère l'extérieur que sous l'espèce d'une agression à détruire. Or, qu'est-ce que le nourrisson ? Bon, s'il est schizoparanoïde, c'est parce pour Melanie Klein, il ne comprend pas que les objets sont ambivalents. Par exemple, que la mère est parfois nourricière et puis parfois peut un peu plus être en lui disant non, là je peux pas te nourrir, là je peux pas te coucher. Enfin voilà, des fois il y a des choses qui ne sont pas soumises totalement à ses besoins et à sa volonté à lui. Et il ne comprend pas en fait, selon Melanie Klein, que on peut à la fois être parfois bon, que le même objet est parfois bon, parfois mauvais. Et donc il scinde les deux. Schizo, ça veut dire scinder quoi. Il scinde les objets entre les objets bons. Donc le sein de la mère, par exemple, est tantôt le bon sein et puis tantôt le mauvais, quoi. Il ne comprend pas que c'est la même chose. À sa disposition pour détruire l'extérieur qui lui disconvient, eh bien une seule chose, c'est précisément déféquer. Ce sont ses excréments. Et c'est ce que Melanie Klein raconte. Il y a toute une activité du nourrisson imaginaire pour repousser ce qui lui déplaît à l'aide de la seule arme dont il dispose, à savoir son caca. Ouais, donc en gros, chez Melanie Klein, mais les textes sont un peu, moi je trouve un peu délirants ces textes-là. Il y a des trucs intéressants, encore une fois, sur l'ambivalence de l'objet, je trouve ça intéressant. Et d'ailleurs, ça peut même se recouper avec la notion de permanence de l'objet. C'est-à-dire que c'est vrai que tant que tu comprends pas que un même objet reste, quand il a disparu de ton champ visuel, qu'il existe encore, t'as du mal à comprendre que c'est le même objet qui est parfois bon avec toi et puis 30 minutes plus tard peut être mauvais avec toi. Donc ça, à la limite, tout le côté schizo, je comprends ce qu'elle veut dire, tu vois. Mais chez Melanie Klein, il y a tout un tas de textes où elle va décrire les excréments du nourrisson comme étant toxiques, empoisonnés, comme étant un acte agressif du nourrisson envers les autres et notamment envers sa mère, tu vois. Et ça, pour moi, ça veut plus dire sur Melanie Klein qui se retrouve dans une situation de beaucoup de femmes bourgeoises du début du XXe siècle en Autriche, c'est-à-dire de vouloir être un individu parce qu'elle est bourgeoise et d'être rappelée en fait par l'ordre patriarcal à sa féminité et donc au fait d'élever les enfants, tu vois, et d'être bloquée dans un truc où elle aimerait bien vivre, être une psychanalyste comme les autres, faire son travail et en fait elle doit changer des couches, tu vois. Et donc elle le vit comme étant une agression. Moi, je le vois comme ça. Et par contre, dire que ton bébé de 4 mois ou de 6 mois, quand il chie, c'est pour agresser sa mère, enfin, je trouve ça totalement aberrant. Et il y a plein de choses chez Melanie Klein qui sont aberrants. Elle parle après, quand le bébé commence à comprendre que, en fait, les objets sont ambivalents, elle parle de culpabilité du nourrisson qui deviendrait alors, du coup, dans une position qu'elle appelle dépressive, parce qu'il se rend compte qu'il a détesté un objet qui, en fait, était parfois bon, quoi. Mais vous imaginez le niveau de compréhension du monde qu'il faut pour exprimer un sentiment comme la culpabilité. La culpabilité, c'est quelque chose de complexe qui demande à la fois une mémoire qui est fonctionnelle et qui demande de comprendre aussi des mécanismes moraux, des mécanismes de type si quelqu'un me fait du bien, je dois lui faire du bien, de la réciprocité, de la justice, des choses comme ça. C'est pas ton nourrisson de 6 mois qui est capable de culpabilité et qui va devenir dépressif parce qu'il comprend qu'en fait c'est le même sein qui le nourrit que la mère qui lui dit d'aller se coucher, tu vois. Enfin, vraiment, je trouve ça extrêmement adulto-centré. C'est projeter la psyché de l'adulte sur l'enfant. Ah ouais. Et c'est le problème de ces psychanalyses à cette époque-là, tu vois. Et même, est-ce que ça projette pas un peu, tu sais ça mieux que moi, mais presque les capacités d'adultes sur les enfants? Si, moi parce je que le contrôle les capacités. Non, mais même les capacités, ouais, tu vois, le contrôle des sphincters, par exemple, d'un nourrisson, il n'est pas si, comment dire, un adulte sait ce que c'est de savoir retenir ses selles, tu vois, ou de les sortir, tu vois. Mais c'est quelque chose qui s'apprend. On essaye de faire en sorte que les enfants l'apprennent pour rentrer à l'école à 3 ans. Un nourrisson, il a pas cette capacité de dire je retire mon caca pour te faire, tu vois. Oui. Il a pas ce contrôle des sphincters, sinon je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est vraiment la position de femme bourgeoise qui voudrait être psychanalyste, pouvoir écrire, ne pas avoir ses gamins dans les pattes, changer les couches et tout, mais qui se retrouve à devoir le faire, tu vois. C'est ça. Et donc qui voit tout comme étant une agression d'un autre individu envers son individu. Pour moi, ça en dit beaucoup plus sur Melanie Klein que sur la psyché de l'enfant, tu vois. Exactement. En fait, là où elle invente que c'est un individu qui va contre elle, elle individualise un enfant qui va contre ses aspirations à elle. Donc en fait, elle déporte son problème à elle de devoir s'occuper d'un enfant pendant qu'elle veut faire autre chose, ce qui est légitime, moi j'ai pas de problème avec ça, voilà. Mais qui a un problème du patriarcat, pas un problème de l'enfant. Oui. Ouais, qui a un problème du patriarcat, de l'enfant, qui est presque un problème, comme tu dis, de femme
qui a envie de jouer sur comment dire, les prérogatives des hommes, de femmes révolutionnaires. Mélanie Klein est Girl boss. Mélanie Non, Klein, mais tu vois- girl boss. Non mais tu vois, c'est tu vois, allez, le Vienne, je sais pas, mais elle vient d'où Mélanie Klein? Elle est dans la Vienne autrichienne aussi, Je crois, après, je crois Ouais. qu'elle vient d'Angleterre et tout, comme tous les. Mais donc, tu vois, c'est ce sujet vraiment très révolutionnaire de femmes éduquées qui veulent contrecarrer les hommes, voilà, etc. Et effectivement, être amenée à la position de mère est sûrement, à mon avis, très inconfortable pour elle, voire une forme de violence. Et donc, c'est une inversion, c'est elle voit l'enfant comme un agresseur de sa propre liberté, de sa propre émancipation, et donc elle en fait un individu qui l'emmerde. Et je dis bien qu'il l'emmerde au sens premier du terme. Voilà. Donc, Non, mais il y a des textes d'elle, c'est genre Mm. l'enfant mord le sein et tout de manière sadique et tout, mais t'es là, mais. C'est- What the alors fuck, que- tu vois, genre. Alors que juste, mais tu vois ce que je veux dire, c'est vraiment comme si justement c'était déjà un individu tout puissant qui contrôlait les choses avec la conscience, avec la capacité. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, le contrôle des sphincters, je pense que c'est la même chose que le contrôle de la succion. Quand t'es un nourrisson, tu sais pas gérer, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, Et même puis nous- attends, t'as pas les capacités. C'est que tu commences à gérer, mais t'as pas les capacités pour te mettre à la place d'autrui et te dire que ça fait mal quand tu mords, tu vois. Quand un nourrisson de 6 mois te tire les cheveux, il le fait pas en se disant je vais lui faire du mal, tu vois. Il se dit pas en se disant ça fait mal quand je tire les cheveux. Il comprend pas encore que ça fait mal quand il tire les cheveux, tu vois. Il le fait parce que il explore un peu ses mains, il explore un peu tes cheveux et puis parce que c'est un peu sensoriel, mais il comprend pas que en fait non, t'es un mauvais objet de je sais pas quoi et par sadisme il va te faire du mal, tu vois. Enfin, Ouais, c'est clair. ça, c'est tes projections à toi sur cet enfant, quoi. Et tu vois, c'est là, et c'est ce qui est fou, c'est que là, il y a vraiment tout l'antimarxisme et ce que nous, on va penser. C'est que nous, on va considérer que ces structures mentales vont commencer à justement exister par la matérialité concrète. Justement, c'est plutôt, il va apprendre à devenir enfin, tu vois ce que je veux dire, une individualité, justement parce qu'il a un côté très instinctif et il mord pour sucer, mais en fait, il va se rendre compte que sa mère a une réaction, donc il va justement commencer à comprendre qu'il a une capacité, et donc il va commencer à apprendre le moi par, on va dire, la confrontation entre ses instincts, etc., et la réaction d'autrui en face. Et là, il va commencer à dire, ah bah en fait, enfin je sais pas comment ça se construit, tu vois ce que je veux dire, mais quand je fais ça, je me fais mal, ça fait mal à maman, ou tu vois, voilà. Il y a cette genèse-là, alors que là, c'est tout l'inverse. Il y aurait déjà la compréhension que ça fait mal, que ça emmerde, ça fait chier, etc. Et la capacité de contrôler son sphincter et tout. Enfin, c'est une folie, quoi. C'est vraiment une folie scientifique, pour le coup, quoi. Et c'est ce que nous montre aujourd'hui le président des États-Unis sous l'effet d'une double transformation structurelle, macroéconomique et politique. Donc vous voyez, Donc tu vois, elle Et a pris un mème. C'est elle qui a choisi le mème parce qu'il y a du caca et qui a pensé à cet exemple. Donc le truc est biaisé, mais archi biaisé. Et elle en déduit que du coup, on peut expliquer ça par Mélanie Klein parce qu'il y a de la merde et qu'en gros, Trump, c'est un genre de nourrisson qui envoie de la merde sur les gens parce qu'il est schizoparanoïde et qui voit les gens comme étant bons ou mauvais, et les gens qui sont mauvais, il leur envoie de la merde comme le nourrisson, tu vois. Déjà, je pense que c'est archi faux. Je pense que c'est archi biaisé par le fait qu'elle ait choisi cet exemple, tu vois. Mais en plus de ça, qu'est-ce que ça explique et qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? On lui met des couches à Trump. Enfin, je ne comprends pas ce qu'on est censé en faire. Du coup, si le monde c'est ça et si Trump il est gouverné par sa psyché schizoparanoïde, je sais pas quoi, qu'est-ce qu'on peut en avoir à foutre? Je veux dire, qu'est-ce qu'on va en faire? Politiquement, il y a rien à tirer de ça. Déjà, je pense que c'est faux et en plus, tu peux rien en faire. Tu sais. Bah, c'est ce que j'allais dire. Et tu vois, à la fin, ça donne quelque chose d'anecdotique. Tu vois, elle a dit, c'est les configurations du capitalisme socio-écologique. Tu vois ce que je veux dire? L'état stationnaire du plasma. Tu vois, elle va tout convoquer. L'agencement de la matière et des planètes. Tu vois, bon, bref. Et à la fin, du coup, ça lui permet d'avoir envie de faire caca sur des gens. Tu vois, tu as envie de dire, bon, t'es la matrioshka numéro 122, tu vois, et que le problème, c'est la matrioshka en elle-même, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire? C'est que, de toute façon, même si on veut s'attaquer au problème, va falloir enlever les 121 avant, tu vois. Donc, politiquement, ça ne dit rien, c'est vraiment du blabla de littéraire. C'est comme tu l'as dit, au pire, on peut pas prouver que c'est vrai. Et même si c'était vrai en instant T, ça ne sert à rien, parce que de toute façon, même si on remplace Trump par Rubio ou quoi que ce soit et qu'il a pas envie de faire caca sur des gens, la situation pour la planète est la même, tu vois. Enfin, je veux dire, c'est une dinguerie, quoi. C'est une folie. Hein. Tu vois, c'est sûr. il y a à comprendre comment des effets structurels de grande ampleur produisent une mise en régime de la pulsion qui, à la fin, nous met un personnage comme ça à la tête Cool. des États-Unis. Deuxième, Cool. Mais deuxième Biden, vignette, cette
Non, mais Biden, il a pas eu envie de faire caca sur des gens. Il était très policé comme toi. Il était très respectueux de sa maman et de quand il fait caca. Ça ne l'a pas empêché de soutenir un génocide en Palestine. Tu vois ce que je veux dire? On s'en tape. Vraiment, ça me fait Ah halluciner. ouais, moi, l'extrême a fait halluciner. Mais là, Vraiment, tu j'ai pas sais- compris, tu vois. Genre, t'es Mais là. vraiment, Qu'est-ce qu'on en a à secouer? quand vous avez le temps d'écrire ça, quand vous avez le temps de regarder ça et d'aller voir ça en vous disant, moi je veux bien, moi j'ai pas de problème, mais c'est de la distraction. N'importe qui a déjà payé 1 € à la CGT, malgré parfois le fait que la CGT puisse trahir ou je sais pas trop quoi sur certaines luttes. Il est déjà plus révolutionnaire que le gars qui, Là- qui va voir ça, tu vois, et qui se dit putain, c'est ultra radical et tout. Mais là, mais là- mais même la personne même qui travaille, je pense. Mais tu vois, Oui, c'est vrai. Rien que payer une cotisation sociale par son travail est déjà plus révolutionnaire que ce truc-là. mais ce que je veux dire, c'est que là, c'est vraiment tout le faux semblant culturel qui se fait passer pour de la politique. Et c'est vraiment ça dans lequel on est aujourd'hui. Tout ça dit capitalisme, libéralisme, le pouvoir, Trump, etc. T'as l'impression que c'est 1h30 de politique et de politisation. À la fin, je vous le dis, c'est que de la culture et de l'entertainment. Moi, quand je vois ça, je me dis, si je regarde ça, ça peut m'intéresser. Et d'ailleurs, on passe même du temps à le commenter. Voilà. Mais c'est pour dire que c'est non politique, c'est impolitique. C'est comme si on commentait un match de FIFA que j'ai joué avec un pote. Tu vois, ça pourrait nous faire plaisir. Et Peut-être là, qu'on on va voit le que c'est faire. culturel et même Mais au il niveau faut de l'admettre. même au niveau des courants psychologiques, tu vois. On est dans des trucs où il n'y a plus de clinique, c'est juste de l'explication, comme ça pourrait être de l'explication d'œuvres d'art. Je suis désolé, mais si on prend 2 grands courants, et moi il y en a un que je préfère à l'autre, on prend un peu le courant très même libéral, tu sais, ultra TCC, je sais pas quoi, le cerveau est le seul truc qui existe, machin, tu vois. Ouais. Et le courant un peu vygotskiste, voilà. Les deux se posent des problèmes concrets. Mm. C'est-à-dire qu'il y en a un, il se pose le problème de comment je remets au travail machine qui a fait un burn-out et qui est triste, tu vois, Ouais. c'est un problème concret. Et l'autre, il se dit, j'ai 150 000 gamins illettrés qui sont orphelins après la guerre civile en Russie, comment est-ce que je fais pour leur apprendre à lire, à écrire et que ça devienne des travailleurs? Tu vois, les deux se posent des problèmes concrets, tu vois. Et là, tu te poses des problèmes. C'est pourquoi est-ce que Donald Trump a publié un mème où il met de la merde sur des gens, tu vois. Enfin, genre, c'est pas le même niveau, tu vois. On peut penser ce qu'on veut de la TCC, et au moins les mecs se posent des problèmes concrets et donnent des choses qui individuellement, si la personne qui est en burn-out au final elle est moins triste et qu'elle arrive à retourner au travail et qu'elle est heureuse comme ça, individuellement, pas politiquement, mais individuellement, ça a un intérêt, tu vois. Tu dis un truc très intéressant sur les problèmes concrets. À la base, il y a ça. J'adore la phrase quand Goldman dit les problèmes que l'humanité se pose, tu vois, ou les problèmes que les sujets collectifs se posent. C'est vraiment ça, des problèmes concrets, d'accès aux besoins, voilà, c'est vraiment très concret. Et il y a plusieurs manières de régler les problèmes concrets, dont des trucs très conservateurs. Je crois que les TCC, tu vas trouver ça, toi, plus conservateur, plus... Ça dépend, mais en vrai, il y a des trucs très bien qui fonctionnent et tout, et les TCC de 3e génération sont très intéressantes et tout, mais ça a rapport avec le DSM, le TCC. Non, c'est pas pareil. Non. Non, mais la même vision du monde transparaît un peu dans les deux, Ok. mais ça n'a pas de rapport c'est clair entre les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que les TCC apparaissent comme une modalité aussi de gestion du néolibéralisme et de la pressurisation des gens aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on dit c'est plus efficace, la machine elle est retournée au travail au bout de 10 séances. Et, tu vois, individuellement, c'est intéressant pour la personne. Il y a des réels mécanismes psychologiques qui ont été étudiés en TCC. Il y a une efficacité. Après, on doit questionner la manière dont c'est utilisé, mais c'est un peu un outil au final, tu vois. On peut pas dire en tant que tel que c'est mauvais, tu vois, c'est pas ça. Mais la vision du monde un peu caricaturale, TCCiste, en mode tout est de la merde, la systémie c'est de la merde, la psychanalyse c'est de la merde, la psychologie du développement c'est de la merde, l'éducation c'est de la merde, tout est de la merde, sauf le fait de faire de la TCC, tu vois. Des fois, c'est ce qui transparaît, on va dire, chez des américanoïdes, on va dire. Ouais. Mais tu vois, on met des traitements, on fait de la TCC, et hop, tu repars au boulot, tu vois. Mais justement, c'est ça qui est intéressant. C'est comme tu dis, il règle un problème concret et il y a des façons progressistes, révolutionnaires, conservatrices. Juste ce que je veux dire par là, c'est que t'as des burn-out, le problème il est social, c'est évident. Et les mecs, leur solution, ça va être de te donner un anti-dep et puis de travailler sur l'individu qui est en burn-out, tu vois. Et ce qu'on devrait questionner aussi, c'est pourquoi est-ce que l'individu a un burn-out, faire des prises en charge environnementales, des prises en charge sociales. Et peut-être que la problématique, si tu as 50 personnes sur 300 dans une entreprise qui sont en burn-out, c'est que l'entreprise elle est mal structurée, que le travail est mal structuré. Et pas le fait de soigner ces 50 personnes par TCC, c'est ça que je veux dire. Mais donc, c'est pour ça, pour dire,
ce qui va nous intéresser, nous, c'est d'abord le problème concret et ensuite le moyen de le résoudre. C'est-à-dire, et les moyens, c'est souvent quelle classe va résoudre le problème, hein, quel sujet collectif. Et c'est avant tout ça. Et il y a des façons réactionnaires, progressistes de régler ces problèmes. C'est pour ça, nous, qu'on va s'intéresser fondamentalement, par exemple, au pacte raciste. C'est pas simplement parce que tu sais, ça va contre nos valeurs, pas du. C'est parce qu'on sait que cette solution-là est capable de prendre le pas et de régler le problème. Oui, c'est malheureux, mais le fascisme et le racisme sont capables de gérer le problème de la pénurie par le racisme, par la hiérarchie, par la promotion d'un certain ordre symbolique sur le genre, sur la race, etc. On affronte ça parce qu'on sait que la crise de production peut permettre à cet ordre-là d'advenir parce que ça peut régler le problème. Les solutions, tu vois, qui diraient on va régler le problème de la crise du mode de production, tu sais, par la prise de pouvoir du prolétariat demain, juste en appelant à la lutte des classes, mais nous on dit oui, très bien, on serait très content, mais on ne considère pas que ça est quelque chose de possible et faisable de manière immanente, tout de suite maintenant. C'est-à-dire que la classe ouvrière n'existe pas de manière consciente, elle a son hétérogénéité, il faut la construire. Les gens qui l'invoquent ne recouvrent rien de sa structure, ne la comprennent même pas, ne comprennent pas ses évolutions, ne comprennent pas son intégration. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse quand on se bat contre certaines visions du monde, contre certaines idéologies, c'est que on sait qu'elles peuvent prendre le pas. Voilà, que c'est pas des imaginaires, que si on ne fait rien et qu'on ne s'oppose pas en face, c'est eux qui régleront le problème à notre place et ce sera pour le pire de l'humanité. Bah, quand tu parles de l'invocation de la classe ouvrière tous azimuts, c'est un peu ce qu'on a vu les derniers jours là avec les élections du Crous où ça parlait de programmes révolutionnaires et tout. Je veux dire, je rappelle, le Crous c'est moins de 10% de participation, il y a 3 millions d'étudiants et au mieux les listes de gauche elles font 0,4 à 0,9% du nombre d'étudiants. Tu vois, c'est un peu ça, c'est un truc où personne ne vote et qui a très peu de pouvoir. Tu vois, enfin, vraiment, il y a des fois un écart tel entre du maximalisme, il faut que la classe ouvrière internationale s'oppose à des puissances qui sont en train d'appuyer sur la bombe nucléaire parce qu'en fait tout le monde aurait trahi à part la classe ouvrière internationale fantasmée, tu vois. Et puis de l'autre côté des élections d'étudiants dont ont une certaine importance si tu veux, mais qui est très 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 relative. Je veux dire, rien qu'avoir un petit peu de prégnance dans la CGT serait déjà plus importante que d'avoir 3 élus au Crous, tu vois. Mais ce qui est intéressant, c'est que quelque part, ça me fait penser, il y a une espèce de lien entre ce qu'on a dit tout à l'heure, de cette vision psychanalytique du sujet, comme du sujet révolutionnaire. Comme si le sujet révolutionnaire, il n'était pas comme le nourrisson, à devoir se construire par plusieurs luttes, par agencement, tu vois, par combat, résistance, et grossir comme ça, qu'il n'ait pas une genèse. Non, il y a une convocation du sujet révolutionnaire par certains, comme Comme s'il s'il était était tout le temps là. mature. Tout le temps mature, tout le temps là, présent, etc. Et qu'il suffisait de l'appeler comme le nourrisson, tu vois. C'est qu'il a toutes les Bah, capacités comme en lui-même. l'adulte théomorphisme du nourrisson chez les psychanalystes. Ouais. Exactement, tu On est vois. en train de ben, psychanalyser la sphère trotsko-psychanalytique. bah, en tout cas, ils sont très proches, hein, c'est peut-être pas un hasard. Hein. Oui, oui, non, c'est sûr. C'est sûr. Et au final, il y a la même impuissance sur le réel, Et tu vois, à la que ce soit fait, de la psychanalyse ou, à la fin- ou du trotskisme. Hein. À la fin, il reste un apparat de puissance, un ersatz de puissance, tu sais, et ça, c'est très spinoziste pour le coup. C'est je ne peux rien, mais je sais tout. C'est une façon de. Ah, mais ça, tu te souviens du débat qu'on avait eu sur la Seconde Guerre mondiale avec des trottes et puis un camarade qui bossait sur la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Les mecs te disaient ok, on n'a pas résisté et on a appelé à faire copain-copain avec les prolétaires de la Wehrmacht, mais c'était quand même nous qui avions raison. Ouais, C'est bizarre parce que l'histoire, elle a retenu que le PCF, notamment, et la CGT, ils ont renversé le nazisme, ils ont réussi à mettre en place la sécurité sociale qu'on a toujours aujourd'hui, mais c'est les mecs qui ont fait de la merde et qui ont fait une stratégie qui a totalement foiré, qui auraient raison, tu vois, genre indépendamment de l'histoire, indépendamment de l'efficience sur le réel, tu vois, C'est ça. là, mais oui, ils étaient plus révolutionnaires que tout le monde, tu vois. Enfin, Il y a tu sais, genre, il faut pas être, nous on le dit souvent, soumis au réel. Il faut essayer de penser toujours l'articulation réelle possible. Mais tu peux pas être anti-réaliste non plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas dire, malgré la réalité, tu vois, ça c'est anti-marxiste pour le coup. Mais cette logique-là, je te dis, ouais, de l'anti-efficience, de l'anti-réalisme, bah effectivement, oui, c'est un moyen à la fin de dire, je ne peux rien, mais au moins je sais ce qui se passe. C'est aussi, tu vois ça, un pipeline du complotisme. C'est-à-dire dans l'impuissance, il reste une chose, c'est la capacité de savoir et de comprendre. Je peux pas transformer le monde. En face, c'est trop fort.
mais au moins je sais ce qui se passe, tu vois. Et ça, il faut en sortir. Il faut plutôt même dire, on sait pas, mais on va faire. J'aime bien, tu sais, l'expression apprendre en marchant. Pour moi, c'est très matérialiste dialectique. Mais vraiment, oui, il y a ce complotisme-là. Moi, j'avais l'habitude, et là, je refais le lien avec Epstein, de dire le complotisme, c'est l'incapacité des gens qui veulent transformer. Pendant qu'en face, on a un anticomplotisme absolu, tu sais, Rudi Reichstadt, etc. Les gens qui sont en capacité, mais qui, eux, ne veulent pas transformer, tu vois. Et ben, en fait, il faut sortir de cette double impasse, quoi. Mais là, je vais faire mon psychologue un peu. En fait, quand tu sais pas et quand tu es dans des conflits, la crise, il peut y avoir de l'anxiété, il peut y avoir de la peur, c'est aussi normal de se rattacher à une forme d'hyper-analyse et presque de liturgie. On voit ça tant chez les psychanalystes qui ont lu toute la psychanalyse du monde et des trucs un peu indépendamment de la pratique réelle de psychothérapie, tu vois, ou chez certains trottes, qui vont te dire oui, la lettre à Zinoviev de 1926, 7e ligne, il y a marqué ça et tout, tu vois. C'est un mécanisme, je pense, aussi de gestion de son impuissance et de la peur et de l'anxiété que peut générer la crise quand on est impuissant, tu vois. Et je pense vraiment que les mécanismes des religions marchent comme ça aussi, tu vois. T'es en train de perdre pied, tu te rattaches à un livre et il faut aller chercher la vérité dans ce livre qui pourrait résoudre ce conflit que toi, tu ne peux pas maîtriser, tu vois. Et moi, c'est ce que j'aime bien d'ailleurs chez certains, penseurs, même pas que marxistes, penseurs, qui sont un peu dans des périodes de transformation et en fait, tu sais, qui connaissent même pas très bien les textes. Il y en a plein des gens comme ça. Il y en a vraiment plein. Quand tu vois Kant qui parle de ses prédécesseurs, il raconte un peu de la D parfois. Il a pas lu Descartes, mais il a lu un tel qui parle de Descartes, machin et tout. Et en fait, c'est un vrai penseur. Oui, il a lu Spinoza. Mais tu sais, c'est un vrai gars qui se pose des problèmes concrets de l'époque et qui va essayer de mobiliser des choses pour les résoudre. Lénine, c'est pareil. Il connaît pas si bien l'histoire de la philosophie et tout ça. Il y a plein d'auteurs qui, étant donné qu'ils sont en train de résoudre les conflits, qui sont en train de mobiliser soit des concepts, soit même des forces armées, pour certains, comme Lénine et tout, sont en train de résoudre des conflits, ils n'ont pas besoin de faire de la liturgie, tu vois. Ils n'ont pas besoin de dire Marx a dit que dans sa 7e lettre à Saint Paul apôtre, que je sais pas quoi, tu vois. Non, il est en train de dire, ce problème-là, il est comme ça, il va se résoudre comme ça. Tu vois, ça apparaît logique, ça apparaît pratique, tout le monde comprend la solution, tu vois. Et quand t'en es toujours à devoir renvoyer à des vieux textes, des vieilles analyses de Melanie Klein en 1926, c'est déjà que c'est finito pour toi, tu vois. C'est que tu résous pas le conflit réel, quoi. C'est de l'érudition, c'est typiquement des classes oratoresques, tu sais, comme si on parle comme du Mésil, tu vois, de classes un peu soit intellectuelles, soit religieuses, etc., en crise, qui se réfugient dans la source de leur pouvoir, c'est-à-dire le texte, le fait de pouvoir en parler, etc., mais qui n'ont plus rien à dire. Et donc l'érudition, le pointillage sur les petits sujets évite, comme tu dis, d'avoir le truc concret de dire on va pas tous taper le capital, on sait quel est le travail que faisait le capital dans le chapitre 1, dans le chapitre 2 du fétichisme de la marchandise, pourquoi il le faisait à ce moment-là. C'est pas grave d'essayer de pinailler, de savoir si il parlait de ci ou de ça. Et ça, pour moi, c'est la façon dont je pense, c'est la façon dont j'essaye de travailler, c'est de se dire, ce livre, il est historique, quel est son intérêt, quel problème il résout, est-ce que ce problème-là nous aide ou nous aide pas, tu vois ce que je veux dire, je pense que les grands penseurs font ça, c'est-à-dire qu'ils vont je vais te dire un truc, à la source des choses, quoi. Je vais sucer Nietzsche, mais vous n'allez pas le voir souvent, mais Nietzsche, il est comme ça. Oui. Nietzsche, il parle de Hegel, mais... il dit n'importe quoi, il dit Hegel c'est un romantique, c'est pas un romantique Hegel, tu vois. Non. Parce qu'en fait, Nietzsche, il est en train de penser, il s'en bat les couilles un peu ce que c'est Hegel, tu vois, et il est en train de produire un système de pensée qui va représenter, qui va exprimer la vision du monde d'une certaine classe, donc on pense plutôt réactionnaire à l'échelle de l'histoire, mais voilà, qui est en crise, qui est une bourgeoisie en crise. Pareil pour quelqu'un comme Kluskar, tu vois. Kluskar, il est pas précis sur les auteurs dont il parle. Et en même temps, il le dit. Il dit, moi, je travaille à la hache. Je dis, Husserl, ça représente la bourgeoisie en crise du début du XXe siècle. Et c'est encore de résoudre des problèmes par l'universalisme. Mais en fait, il n'y arrive pas et il tombe dans l'irrationalisme. Tu vois, c'est un peu ça qu'il raconte. J'ai pas besoin d'avoir lu les idéons sur chaque chapitre en ayant souligné chaque phrase, tu vois. J'ai pas besoin de connaître parfaitement la phénoménologie pour le faire. Il replace dans l'histoire un auteur, tu vois. Parce que lui, il se pose un problème sans avoir besoin d'aller en profondeur sur chaque auteur, tu vois. Et ça, je pense que ça permet parfois du coup d'aller de l'avant, parce que si tu t'intéresses vraiment aux auteurs, tu trouves toujours des petites contradictions. Tu sais, c'est ce qu'on te fait voir. Moi, j'ai pas fait de prépa, mais je sais qu'en prépa, c'est ce qu'ils font, tu vois. Ils vont essayer de te sortir un texte d'un auteur qui est pas représentatif de l'auteur.
Donc tu sais, ils vont te sortir un texte d'Hegel où il est romantique, parce que tu sais, c'est le début de la vie d'Hegel, ou je sais pas quoi, je sais pas si ce texte existe encore une fois, mais et ils vont essayer de te piéger là-dessus, parce que tu auras appris qu'Hegel, c'est un espèce de rationaliste zinzin, tu vois, et tu vas te dire, mais comment ça se fait que là, on me sort un texte, j'ai l'impression que c'est romantique, mais c'est Hegel, donc ça doit être rationaliste, blabla, tu vois. Quand tu t'intéresses vraiment aux auteurs, tu comprends qu'en fait, c'est pas exactement ce que l'histoire en a fait, parce que l'histoire a retenu vraiment ce qu'exprime l'auteur de manière générale. Et du coup, les universitaires, souvent, ils sont beaucoup moins dans des avis tranchés sur les auteurs pour cette raison-là, tu vois. Sauf que quand tu analyses l'histoire sur des grandes périodes, comme va le faire Kluskar, il analyse l'histoire depuis la chute de l'Empire romain jusqu'aux années 1980, quoi. T'es obligé de faire des généralités et des pensées plus synthétiques, quoi. Clairement. Bref, voilà, on en a dit beaucoup. On avait envie de parler de philosophie, de psychologie. Ça nous a permis de parler de tout ça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on aborde par rapport à tout ça. N'hésitez pas aussi à aller sur Position Revue, où on fait des articles parfois plus de fond. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos sur psychanalyse, psychologie marxiste sur la chaîne. N'hésitez pas à donner sur le Tipeee aussi. C'est ce qui nous aide le plus. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens.